La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion sur le rapport de la commission mixte paritaire de la proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs. La parole est à Monsieur Rémy Pauvros, suppléant de Monsieur Gilles Savary, rapporteur de la commission mixte paritaire. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, vous comprendrez que si Gilles Savary n'est pas là pour présenter son rapport et le rapport de la commission mixte, c'est qu'il a des raisons supérieures. Tellement il s'est engagé dans ce travail, je crois qu'il y a apporté énormément et qu'il est pour beaucoup quant à ses conclusions, et dont je veux lui envoyer de cette tribune un message très amical. Je vais donc, et j'ai l'honneur de vous faire part de ces propositions ou de ces réflexions accompagnant la présentation de ce texte devant vous. Ardemment souhaité par nos deux grands opérateurs publics de mobilité, la SNCF et la RATP, cette proposition de loi initialement axée sur la lutte contre la fraude dans les transports publics a été rattrapée par l'effroi de l'attentat manqué du Thalys Amsterdam-Paris du 21 août 2015. Son texte final, qui compte 15 articles contre 9 initialement, témoigne de son inflexion en faveur de la lutte contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs. Déposé tardivement sur le bureau de l'Assemblée nationale le 7 octobre 2015, à partir d'un travail engagé sur le fond à compter d'avril 2015, cette proposition de loi a connu par contre un parcours législatif remarquablement véloce. Il a été opportunément enrichi par la collaboration étroite du rapporteur avec les ministères concernés, celui de l'Intérieur, chef de file, mais aussi du transport, de la justice, avec le concours vigilant de Matignon. Elle a bénéficié de l'apport inestimable de l'expertise juridique des commissions des lois, de l'Assemblée nationale pour avis et du Sénat au fond. Je voudrais ici exprimer c'est Gilles Savary qui parle, très profonde reconnaissance à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, pour l'engagement qui a été le sien et celui de ses équipes dans l'élaboration de ce texte, ainsi que le concours constant qui ont apporté le ministère du Transport, Alain Vidalis et son administration. Je voudrais, c'est Gilles Savary qui s'exprime, également exprimer une reconnaissance particulière à notre collègue Sébastien Pietrasanta, rapporteur pour avis de la Commission des lois, qui a contribué à dénouer les difficultés juridiques redoutables avec une scrupuleuse attention à l'égard de nos libertés publiques, notamment de la liberté imprescriptible d'aller et venir. Il a évidemment trouvé dans nos collègues sénateurs de la Commission des lois, M. François Bonhomme et Alain Fouche, de remarquables contributeurs à une rédaction finale complétée de dispositions additionnelles majeures et de précisions rédactionnelles particulièrement opportunes. Je ne voudrais pas oublier l'apport singulier et tenace de Marie Leverne en matière d'implication des exploitants de transport public de voyageurs dans la prévention des agressions sexistes dont les femmes se déclarent victimes à 100% dans les enquêtes auprès des usagers. Au total, ce texte a été débattu, amendé en commission des lois à l'Assemblée nationale sous la haute et vigilante présidence de Jean-Jacques Urvoas le 8 décembre 2015 pour une adoption en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sous celle de Jean-Paul Chanteguet, retenu en ce moment par la discussion de la loi sur la biodiversité, ce même jour. À la suite de quoi, il a clos l'année parlementaire civile de 2015 par son adoption en première lecture de l'Assemblée nationale le 16 décembre 2015. Le Sénat n'a pas été moins prompt que l'Assemblée dans le cadre de la procédure accélérée engagée par le gouvernement. Ce texte a été adopté par la Commission des lois le 20 janvier, puis en séance le 28 janvier, à l'issue d'un débat qui l'a très significativement enrichi. Ce travail conjoint des députés et des sénateurs, même à marche forcée, a trouvé son aboutissement dans une commission mixte paritaire conclusive, réunie au Sénat le 10 février sous la présidence du sénateur Philippe Bas.
Il nous appartient donc aujourd'hui, après l'adoption du texte en CMP, puis par le Sénat le 2 mars, de l'adopter définitivement à l'Assemblée nationale. Au total, cette grande loi de sécurité dans les transports publics, née d'une moindre ambition législative, d'amélioration de notre arsenal juridique contre la fraude, a été initiée, élaborée, écrite, débattue, adoptée par les deux chambres en moins d'1 an, 6 mois seulement depuis son enregistrement officiel à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est un travail qui honore notre Parlement, mérite d'en féliciter tous ceux parlementaires, administrateurs, conseillers ministériels, collaborateurs qui l'ont assisté, ainsi, bien évidemment, que le rapporteur. C'est un ajout personnel. Ce texte, en l'état où il vous est proposé, chers collègues, repose sur 2 principes essentiels. Le premier est de renforcer et de sécuriser les bases juridiques qui permettent aux agents de sûreté des transports publics à la fois de prévenir les risques d'atteinte grave à l'ordre public et à la sécurité des usagers dans les transports. Mieux lutter contre la fraude comportementale en renforçant très significativement les moyens de la confondre et de la sanctionner. Le second est certes d'étendre leurs moyens d'interpellation, d'alourdir les sanctions, de conforter leurs moyens de recouvrement des amendes, mais en veillant à ne jamais franchir les limites qui distinguent leurs prérogatives de sûreté de celles de la force publique placée sous le contrôle de la police judiciaire, c'est-à-dire du procureur de la République. Dans ces strictes limites, 2 problèmes cruciaux et particulièrement sensibles ont finalement été résolus. Le premier concerne le contrôle de l'identité qui s'appuie sur le fait que les agents de sûreté ne peuvent procéder qu'à des relevés d'identité non coercitifs et étaient dans l'impossibilité juridique de maintenir un contrevenant s'y refusant et donc de le tenir en disposition d'un agent de police ou de gendarmerie le temps de le requérir. Nous n'avons pas souhaité transformer les agents de sûreté en OPJ, mais un amendement de Sébastien Pietrasanta, l'article 8 bis, introduisant le délit de soustraction à relevé d'identité, leur permet désormais de maintenir une personne récalcitrante le temps nécessaire à sa prise en charge par un OPJ, seule habilité à procéder à un contrôle ou à une vérification d'identité. Le second concerne les possibilités de vérification d'une domiciliation afin de pouvoir poursuivre un contrevenant et l'obliger à acquitter une contravention constatée par un agent vérificateur. Désormais, un centre d'interrogation indépendant et assermenté, placé sous le contrôle de la CNIL, pourra transmettre aux agents de recouvrement d'un exploitant ses coordonnées après vérification sur des fichiers qui leur seront inaccessibles directement. Cette disposition d'article 9 devrait permettre d'améliorer très significativement le taux de recouvrement des amendes qui se situe actuellement autour de 10%, tant pour la SNCF que pour la RATP. À des fins de lutte contre la fraude, comme de protection des risques de troubles de l'ordre public en attaque terroriste, ce texte étend des prérogatives d'investigation des agents de sûreté. Il leur permet désormais de procéder à des inspections visuelles de bagages, à des fouilles, voire à des palpations de sécurité sous des conditions de durée et de lieu très strictement encadrées par l'autorité administrative et judiciaire. Pour autant, ils ne disposent pas, comme les forces de l'ordre, de la faculté de coercition, mais par contre, celle de refuser l'accès au transport en personne qui ne consentent pas, au même titre que les stadiers ou les agents de sûreté, de certaines grandes enseignes commerciales. Les agents de sûreté retrouvent également la faculté d'agir en civil, à la condition de porter un brassard distinctif dans le cadre d'une opération ponctuelle et de devoir extirper de leur carte d'identification professionnelle à la demande de tout usager. Sur proposition du Sénat, ils peuvent, à titre expérimental, pendant 2 ans après la promulgation de la présente loi, intervenir avec une caméra piéton identifiée. Enfin, la proposition de loi dispose qu'à l'initiative d'un exploitant ou d'une autorité organisatrice de transport, les forces de l'ordre peuvent filmer à l'aide de caméras fixes un site de transport, emprise ou véhicule de transport menacé d'atteinte grave à la sécurité des biens et des personnes, article 6 bis 2a, sous couvert d'une convention conclue entre l'exploitant et le représentant de l'État dans le département ou le préfet de police en région parisienne. Enfin, le procureur de la République peut autoriser les forces de l'ordre à procéder à des inspections visuelles de bagages et de fouilles de véhicules individuels ou de transport collectif sur la voie publique ou dans les emprises de transport collectif sous des conditions strictes de durée ou de présence des occupants ou propriétaires de véhicules concernés. Le principe selon lequel un usager sans titre de transport valide doit pouvoir justifier de son identité à un contrôleur vérificateur est sécurisé par la possibilité donnée à ce contrôleur de requérir le concours d'un agent de sûreté susceptible de le maintenir pour transmission à un OPJ en vue d'un contrôle ou d'une vérification d'identité. En permettant aux exploitants de recouper l'identité d'un usager avec un titre de transport nominatif, la loi introduit donc dans les transports terrestres, essentiellement TGV en l'état actuel des choses, une disposition courante dans le transport aérien. L'un des grands apports de la loi
et de poser le principe selon lequel tous les exploitants du transport public de personnes, notamment les réseaux de province, sont tenus d'assurer la sûreté des personnes et des biens en recourant à 3 solutions laissées à leur libre choix. Celle de s'accorder le concours de sociétés de sécurité privées placées sous le contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, comme c'est le cas actuellement, celle de créer leur propre service de sûreté interne à l'identique de la SNCF et de la RATP, mais sous contrôle du cahier des charges de la Commission, celle de donner compétence de police sur tout ou partie d'un réseau local ou aux polices municipales sous contrôle du préfet du département. Pour donner une cohérence d'ensemble à ces nouvelles dispositions, nous proposons que ces mesures soient mises en place sous une double garantie conventionnelle entre l'autorité organisatrice de transport et l'exploitant dans le cadre du cahier des charges élaboré par l'AOT, entre l'AOT opérant dans le même ressort départemental à travers un contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports, élaboré sous la responsabilité du représentant de l'État dans le département. L'un est un contrat de nature commerciale, juridiquement opposable entre AOT et exploitants. L'autre est un contrat d'objectif public visant à la coordination d'ensemble dans le ressort territorial du département de la politique de sûreté dans les transports publics de voyageurs. Ce dispositif inédit revient à introduire les politiques de sûreté dans l'ensemble des transports collectifs et non pas seulement à la SNCF ou à la RATP qui en sont déjà dotés par la loi. Enfin, pour que le dispositif soit complet et adapté au contexte de notre époque, la loi non seulement aggrave les sanctions pour le délit de fraude d'habitude, porté de 10 à 5 occurrences annuelles, ainsi que pour la vente à la sauvette dans les entreprises immobilières des transporteurs, mais crée de nouveaux délits sévèrement sanctionnés. Le délit de mutuelle de fraudeurs, le délit de fraude collectivement organisée visant à prévenir les usagers des contrôles. Gilles Savary, sur ces derniers points, voulait éclairer nos intentions. Il s'agit là de viser plus particulièrement les applications numériques qui tendent à dépersonnaliser la sanction, soit en assurant collectivement les sanctions pécuniaires de fraude, soit en permettant de se soustraire au contrôle, c'est-à-dire en encourageant la fraude individuelle par une forme de prise en charge collective. Il ajoute, concernant les mutuelles de fraudeurs, qu'il s'agit de réprimer une modalité commerciale organisée d'encouragement à la fraude, c'est-à-dire qui fait ostensiblement commerce de la fraude au service public aux dépens des autres usagers et du contribuable. Mes chers collègues, cette loi n'est qu'une loi, c'est-à-dire qu'elle intervient dans le champ juridique avec pour objectif sans précédent, mais néanmoins limité et modeste, de définir des bases juridiques permettant aux exploitants et aux AOT d'accentuer leur pression sur les fraudeurs ou les fauteurs de troubles. Son efficacité dépendra des conditions matérielles, financières et humaines de sa mise en œuvre. La loi permet bien des choses, jusqu'à présent inaccessibles, et qui ne le deviendront qu'à condition que les moyens matériels et humains nécessaires à leur mise en œuvre se déploient concrètement dans nos transports publics. Cela nécessitera en particulier le recours à des technologies, notamment de billettique et de traçabilité des usagers, dont les solutions existent pourvu que les exploitants et les AOT y investissent progressivement. C'est la raison pour laquelle, dans un souci de bonne gouvernance et de transparence, votre rapporteur a introduit un article 6 quinquies qui sollicite du gouvernement un rapport sur les conditions de financement de la sûreté dans les transports terrestres, car il faudra encore une fois choisir entre l'usager et le contribuable. Pour l'aérien, c'est le choix de l'usager qui a prévalu. Pour les transports terrestres, la France s'honorera par ce texte d'être à l'avant-garde d'une problématique qui reste aujourd'hui encore, malgré l'exposition au risque, totalement ignorée des instances internationales et en particulier de l'Union européenne. Gilles Savary vous invite à adopter définitivement ce texte. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Alain Vidalies, secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, chacun comprendra que mes premiers mots soient un message amical à l'attention de Gilles Savary, qui, pour des raisons personnelles, ne peut pas être parmi nous cet après-midi. La commission mixte paritaire a abouti à un accord sur la proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs. Ce texte est l'aboutissement d'un travail initié par le ministre de l'Intérieur et moi-même
dans le cadre du Comité national pour la sécurité dans les transports en commun. Il a pour objet de répondre à deux préoccupations majeures et récurrentes en matière de transport collectif de personnes, la fraude et les risques de sécurité, ce dernier étant particulièrement d'actualité. Chaque jour, sur l'ensemble du territoire national, des millions de Français et de visiteurs étrangers empruntent nos transports en commun. Ces derniers constituent un élément central dans la vie quotidienne de nos concitoyens qui les utilisent pour leurs déplacements privés ou professionnels. Et c'est l'une des priorités de l'action du gouvernement en matière d'ordre public que de garantir partout en France le droit fondamental à la sécurité dont chaque Français doit pouvoir jouir lors de ses déplacements. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a pleinement soutenu la proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les atteintes graves à la sécurité publique, contre le terrorisme, contre la fraude dans les transports publics de voyageurs, présentée par Gilles Savary et l'ensemble du groupe socialiste, républicain et citoyen et apparentés. Il est de notre responsabilité de faire en sorte que nos concitoyens qui utilisent les transports en commun puissent le faire en toute tranquillité, sans craindre d'être victimes de la délinquance et, a fortiori, d'une entreprise terroriste. Cependant, si la prévention des actes terroristes est notre priorité, nous devons continuer à mener une lutte inflexible contre les agressions et les violences du quotidien. En effet, le nombre d'agressions commises aussi bien contre les voyageurs que contre les personnels a nettement augmenté. Des décisions s'imposaient, notamment pour inverser cette tendance, comme il était nécessaire de mettre en place des outils juridiques pour lutter contre la fraude et poursuivre les fraudeurs qui pénalisent gravement les transporteurs et qui contribuent à nourrir le sentiment d'insécurité et d'injustice parmi les usagers des transports en commun. Rappelons à cet égard que ce texte est d'abord le résultat de nombreux échanges particulièrement riches et fructueux conduits durant plusieurs mois entre l'État, le gouvernement et les opérateurs de transport. En effet, dès le 16 décembre 2014, le Comité national de la sécurité dans les transports en commun, après un long travail réalisé en amont, a proposé un premier train de mesures contre la fraude que reprend cette proposition de loi. Celle-ci a donc largement bénéficié du dialogue que le gouvernement a su renouer avec l'ensemble des transporteurs, puisque dès le mois de juin, le gouvernement, sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur, avait en effet souhaité réactiver le SNSTC qui, après sa création en 2008, ne s'était réuni qu'une seule fois, en décembre 2011, et n'avait depuis jamais été sollicité. En lien avec les opérateurs de transport, nous avons pu évaluer avec précision les besoins en matière de sécurité avant d'identifier les évolutions juridiques qui apparaissaient nécessaires pour que l'action des forces de l'ordre et celle des services de sécurité interne, la SUGE, la Sûreté SNCF, et le groupe de protection et de sécurisation des réseaux, GPSR pour la RATP, puissent gagner en efficacité. Comme je le disais à l'instant, l'ampleur de la tâche était réelle. Il fallait parallèlement lutter contre la fraude qui coûte environ 500 millions d'euros par an, selon un rapport de la Cour des comptes, et donner des signaux forts aux services internes de sécurité des transporteurs pour que leur pouvoir soit renforcé et leur autorité réaffirmée. Je tiens à saluer particulièrement l'implication de Gilles Savary, qui a rendu ces évolutions possibles en portant cette proposition de loi, et le rôle déterminant de Sébastien Pietrasanta, rapporteur pour la commission des lois, saisi pour avis, qui a permis d'enrichir le texte. Nous avons travaillé de concert, dans une confiance mutuelle, qui nous a permis d'apporter dans un délai relativement bref eu égard à l'importance des enjeux, plusieurs solutions juridiques susceptibles de nous aider à lutter plus efficacement contre tous les types de phénomènes criminels et délinquants dans les transports en commun. Le rapporteur a notamment souhaité, à juste titre,
que la proposition de loi ne concerne pas seulement les services de sécurité interne de la SNCF ou de la RATP, et par là même qu'elle ne concerne pas seulement l'Île-de-France. Il a ainsi introduit une obligation pour tous les opérateurs de transport public urbain d'assurer la sûreté de leur réseau où qu'ils se trouvent sur le territoire national. Car il est indispensable que tout usager des transports collectifs puisse bénéficier, dans l'ensemble du pays, de solides garanties de sécurité. Par conséquent, les transporteurs devront soit mettre en place un service de sécurité privée, placé sous le contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, le CNAPS, soit signer une convention avec les communes concernées pour que les polices municipales, qui sont en mesure de constater les infractions au Code des transports, puissent assurer la sûreté des réseaux. J'insiste sur ce point très important. Cette proposition de loi ne regarde pas seulement les Franciliens, mais s'adresse bien à tous nos concitoyens, où qu'ils vivent sur notre territoire. Cette proposition de loi précise notamment le cadre dans lequel, au même titre que les agents de sûreté privée, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP seront désormais autorisés, avec le consentement des passagers, à procéder à l'inspection visuelle des bagages, le cas échéant à leur fouille, et lorsque les circonstances le commandent, à des palpations de sécurité. Afin de mieux lutter contre la fraude, la proposition de loi instaure un droit de communication entre les exploitants des transports publics et les administrations publiques, finances et organismes sociaux. Il permettra de fiabiliser les adresses des contrevenants, une fois ceux-ci verbalisés, afin d'obtenir un meilleur recouvrement des amendes. L'abaissement de 10 à 5 contraventions pour défaut de titre de transport pour constituer le délit de fraude d'habitude participe également à la politique de lutte contre la fraude. La proposition de loi permettra désormais aux agents de police municipale de pouvoir constater les infractions au Code des transports. À l'initiative de la commission des lois et de son rapporteur, le texte crée le délit de soustraction à un relevé d'identité qui ne permettra plus aucun échappatoire à un contrôle ou à une vérification d'identité. Enfin, je salue l'accord trouvé en CMP concernant l'article relatif à la lutte contre les violences et harcèlements à caractère sexiste dans les transports. La nouvelle version prévoit que ces faits fassent l'objet d'un rapport annuel qui sera transmis au Défenseur des droits, à l'Observatoire national de la violence faite aux femmes et au Conseil de l'égalité entre les hommes et les femmes. S'agissant de la lutte et de la prévention contre de tels agissements, j'ajoute, pour conclure, que grâce à un amendement initial porté par Marie Leverne en CMP, les agents de la SUGE et du GPSR seront désormais sensibilisés lors de leur formation à la lutte contre les violences faites aux femmes dans les transports en commun. En définitive, le Gouvernement soutient pleinement l'adoption de la proposition de loi dans la mesure où elle nous permettra de renforcer la sécurité des usagers des transports en public sur l'ensemble du territoire national dans un contexte de menace terroriste particulièrement élevé. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Nous en venons à la discussion générale de 5 minutes par groupe et la parole est à Monsieur Stéphane Demilly pour le groupe Union des démocrates et indépendants. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, en ayant tout d'abord une pensée amicale pour notre collègue Gilles Savary, j'aimerais moi aussi, Monsieur le Ministre, saluer le travail de la commission mixte paritaire qui a su trouver un accord sur cette proposition de loi. Après les événements tragiques qui ont ébranlé notre pays en janvier et en novembre 2015, nous avions la responsabilité de nous montrer unis sur un sujet aussi primordial pour le quotidien des Français. En effet, les récentes attaques terroristes n'ont fait que mettre en lumière la terrible vulnérabilité de nos transports publics empruntés chaque jour par des millions d'usagers. Dans un sondage réalisé fin 2014, quelques mois avant les différents attentats terroristes qui ont frappé le pays, près de la moitié des voyageurs affirmaient déjà qu'ils ne se sentaient pas en sécurité dans les transports publics. Avec une menace terroriste de plus en plus prégnante,
Il était donc urgent d'agir pour préserver la tranquillité des voyageurs et, plus généralement, bien sûr, pour préserver la sécurité de notre pays. Certes, ce texte, au côté un peu fourre-tout, de la fraude dans les transports en commun à la lutte contre le terrorisme, en passant par la vente à la sauvette et le harcèlement, recouvre des problématiques à l'importance très inégale pour la sécurité des Français et la sûreté du pays. Bien entendu, nous comprenons que l'attentat manqué dans le Thalys en août dernier ait poussé le gouvernement à agir vite et donc à utiliser ce véhicule législatif pour faire passer un certain nombre de dispositions. Pour autant, nous continuons à regretter l'absence d'une grande loi sur la sécurité publique dans les transports qui aurait eu le mérite de fixer un cap, mais aussi un cap plus clair. Malgré cette réserve, le groupe UDI réaffirme son soutien à l'essentiel des mesures contenues dans le texte, des mesures qui vont en grande partie dans le bon sens. À ce sujet, je tiens à saluer le travail complémentaire de l'Assemblée nationale et du Sénat sur ce texte. En effet, au fil des lectures, cette proposition de loi s'est très largement densifiée. Elle est également parvenue à trouver un juste équilibre entre les nouvelles prérogatives accordées aux agents de la SNCF et de la RATP et le renforcement des contrôles pour éviter tout débordement. Ce texte présente donc des mesures qui devraient contribuer, nous l'espérons, à l'amélioration du quotidien des Français. Je pense par exemple à l'autorisation pour les agents de la SNCF et de la RATP d'inspecter et de fouiller les bagages à main, au renforcement des contrôles en civil, à la généralisation de la caméra piéton. Mais je pense aussi à l'instauration d'enquêtes administratives en amont du recrutement ou de l'affectation des personnes au sein des sociétés de transport de personnes. Je pense aussi au renforcement des sanctions en cas de fraude, notamment à l'encontre des mutuelles de fraudeurs, à la possibilité pour la police municipale d'intervenir sur le territoire d'une autre commune de l'agglomération afin d'assurer la sécurité complète du réseau, comme vous l'avez précisé tout à l'heure. Je pourrais également citer l'établissement d'un bilan annuel des atteintes à caractère sexiste. Pour autant, je vous le redis, les députés du groupe UDI estiment qu'il aurait été souhaitable d'aller un peu plus loin en adoptant des dispositions plus ambitieuses. Par exemple, je regrette que cette proposition de loi n'aille pas plus loin dans la lutte contre les violences dans les transports et notamment contre les violences faites aux femmes. L'article 14 traite ainsi les atteintes à caractère sexiste, sans évoquer les agressions ou violences qu'elles peuvent subir. Nous déplorons l'absence de la généralisation de la vidéosurveillance, alors même qu'elle constitue un outil indispensable, le maire d'une ville peut vous en parler, à la fois pour dissuader les contrevenants, mais aussi pour aider les forces de l'ordre dans leur mission quotidienne. Nous renouvelons également notre perplexité face à la mesure autorisant l'inspection visuelle des bagages et les palpations de sécurité qu'en cas de consentement de la personne concernée. Le Sénat ayant fait le choix, plutôt d'ailleurs surprenant, de supprimer la possibilité donnée aux agents de fouiller les bagages d'un voyageur fraudeur sans son consentement. Lorsque nous sommes face à une problématique sécuritaire aussi importante, ce genre de mesure est loin d'être disproportionné. Nous pensons qu'une réflexion plus aboutie aurait également dû être menée sur le renforcement des contrôles avant de monter dans un train, à l'image de ce qui a été fait en Espagne. Si des complications logistiques sont à prévoir, il ne faut pas pour autant exclure tout débat sur ce sujet. Il aurait été en outre plus judicieux de prendre des dispositions plus strictes sur le contrôle d'identité. Aujourd'hui, le contrôleur doit attendre l'officier de police judiciaire, l'OPJ, pour réaliser un relevé d'identité. Enfin, alors que ce texte aborde une multitude de problématiques, je l'ai dit en introduction, il fait l'impasse sur le devoir d'exemplarité de la SNCF et de la RATP. Certes, les incivilités des voyageurs doivent être combattues, mais encore faut-il que les services proposés soient irréprochables. Dans mon département, les annulations et les retards réguliers des TER ont poussé de nombreux voyageurs à la fraude. Ne faudrait-il pas réfléchir à un système de dédommagement plus efficace permettant de prendre en compte davantage l'usager ? Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, malgré ces quelques réserves, le groupe UDI soutiendra cette proposition de loi qui marque de toute évidence une avancée nécessaire pour la sécurité dans le transport public des voyageurs. Merci, monsieur Demilly. Pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, la parole est à monsieur Olivier Falorni. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues,
Si certains textes, notamment examinés en ce moment en commission du développement durable, peuvent connaître de longs parcours parlementaires un peu chaotiques sur plusieurs années, la proposition de loi qui nous réunit, pour son ultime étape, aura connu un cheminement express. Examinée pour la première fois le 8 décembre dernier en commission à l'Assemblée, elle sera probablement promulguée 3 mois plus tard. Au nom du groupe de RDP, je voudrais saluer cette célérité. Elle démontre la qualité du travail préparatoire de notre excellent rapporteur Gilles Savary, expert des questions transport et remarquable négociateur pour l'obtention de consensus solides. Suite aux terribles attentats du 13 novembre, il me semble qu'il existe un esprit d'union nationale louable pour lutter le plus efficacement possible contre le terrorisme, et nous connaissons les points de vulnérabilité que représentent les transports. Les examens à l'Assemblée, au Sénat, puis l'accord obtenu en commission mixte paritaire montrent que nous pouvons nous rassembler pour légiférer rapidement sur ces sujets graves et en dépit de quelques désaccords assez marginaux. Cette proposition de loi traite d'ailleurs à la fois des faits d'incivilité, de fraude et d'agression physique et de la lutte contre le terrorisme. C'est donc bien un texte sur la sécurité et l'ordre public dans les transports dans toutes ses composantes, que ce soit pour des faits quotidiens gênants pour les utilisateurs comme pour les opérateurs, ou des faits exceptionnels et gravissimes. L'encadrement législatif de la sécurité à tous ses niveaux avait besoin d'être rénové et modernisé. D'abord pour maximiser la limitation des risques et améliorer ainsi la prévention du terrorisme, puisque, faut-il le rappeler, le risque zéro n'existe pas et n'existera jamais, et également pour rendre la vie quotidienne des millions de nos concitoyens utilisateurs de transports en commun plus confortable. L'immense majorité des mesures contenues dans la proposition de loi dans la version issue de l'accord en CMP vont dans le bon sens. Je pense par exemple à l'abaissement de 10 à 5 le nombre de contraventions reçues pour défaut de présentation d'un titre valable pour caractériser le délit de fraude d'habitude, de la possibilité donnée au personnel des transporteurs de constater eux-mêmes les ventes à la sauvette dans les gares, au recouvrement des amendes, au nouveau délit contre les mutuelles de fraudeurs sur Internet, au dispositif pour la fouille des bagages et, de manière plus générale, aux mesures visant à lutter contre les incivilités moins graves. Les nations, comme les hommes, meurent d'imperceptibles impolitesses, écrivait Jean Giraudoux dans La guerre de Troie n'aura pas lieu. Il n'a pas peut-être eu un comportement exemplaire pendant la Seconde Guerre mondiale, et au minimum des ambiguïtés de surface, mais cet aphorisme que nous lui devons mérite une méditation probablement plus approfondie qu'il ne pourrait le laisser penser immédiatement. Si les millions d'incivilités mineures empoisonnent le quotidien des utilisateurs, leur multiplication n'est peut-être pas si anodine au plan des structures de notre société. Il ne s'agit pas de les considérer comme des crimes odieux, mais il ne serait pas insignifiant de les considérer comme des points de détail, de les banaliser, puis de les tolérer. Monsieur le ministre, vous avez déclaré au Sénat que nous devions lutter sans relâche contre les incivilités quotidiennes. Nous vous soutenons particulièrement sur ce point, car elles peuvent aussi représenter une menace fragilisant notre vivre ensemble et notre pacte républicain. Plus généralement, la qualité de ce texte réside dans son équilibre. Lutter contre toutes les formes d'insécurité, de la petite incivilité jusqu'au terrorisme. C'est certainement un des facteurs qui explique l'unanimité du vote à l'Assemblée nationale. En CMP, un consensus s'est formé sur 2 modifications utiles effectuées par les sénateurs, la suppression de l'article 11 sur le prêt de main-d'œuvre et la participation des polices municipales aux polices de transport public. Cela dit, nous avons des inconforts et des questions sur la problématique de la formation et de l'agrément des agents de sûreté. Certes, par efficacité, il faut des procédures rapides,
mais il ne serait peut-être pas inutile de renforcer les contrôles sur le recrutement, la formation et l'agrément, parfois un peu trop légers. Nous avons besoin de garanties supplémentaires. Le maintien du double agrément obtenu par les sénateurs est assez sage. Concernant la vidéoprotection, la mention de certaines garanties pour les libertés individuelles introduite au Sénat nous semblait aussi intéressante. Dans l'ensemble, et au-delà de ces nuances, nous soutenons les mesures du texte. Elles sont satisfaisantes pour les opérateurs de transport, les acteurs de la sécurité et les 10 millions de nos concitoyens utilisateurs quotidiens des transports en commun. Dans ces conditions, les députés du groupe 2RDP voteront cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, Monsieur Falorni. Pour le groupe Gauche démocrate et républicaine, la parole est à Monsieur Patrice Carvalho. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues. Nous sommes invités ce soir à approuver définitivement le texte de la proposition de loi relative à la sécurité et à la lutte contre la fraude dans les transports publics. Nous avons déjà évoqué en première lecture les réserves que nous inspire ce texte. Nous saluons bien entendu la réintroduction en CMP de l'article contre les violences et harcèlements à caractère sexiste que le Sénat avait supprimé. La CMP a aussi repris plusieurs dispositions introduites par le Sénat, comme l'expérimentation du port de caméras piétons ou l'obligation pour les fraudeurs de justifier de leur identité et la possibilité pour les transporteurs d'exiger des titres de transport nominatifs. Comme nombre de dispositions du texte, ces mesures ont pour effet d'élargir les compétences des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP. Ceux-ci seront désormais autorisés à procéder à l'inspection visuelle des bagages, le cas échéant à leur fouille, et lorsque les circonstances le commandent, à des palpations de sécurité. Toute personne refusant de se soumettre à ces contrôles sera empêchée d'accéder au transport. Par ailleurs, ces agents pourront être dispensés du port de la tenue pour faciliter la détection des infractions. À ces mesures s'ajoute la possibilité pour les officiers et agents de police judiciaire de procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et à leur fouille sans l'accord des passagers pour les inspections visuelles et sans la commission préalable d'un délit pour ce qui concerne les fouilles. Le texte prévoit également que les policiers municipaux pourront effectuer des contrôles et dresser des procès-verbaux dans les transports sur le territoire de la commune ou des communes qui auront conclu avec elle une convention locale de sûreté. Les préfets pourront de même conclure avec les autorités organisatrices de transport et leurs exploitants un contrat d'objectif départemental, tandis que les exploitants pourront se doter de services de sécurité interne. Indépendamment des appréciations que nous pouvons porter sur le bien-fondé de cette forme de surenchère sécuritaire, le texte soulève des interrogations sur la délégation des missions régaliennes de sécurité. À l'heure actuelle, les personnels de sécurité de la SNCF et de la RATP disposent d'une telle délégation. Elle leur a été accordée en raison de leur qualité d'entreprise publique, investie de missions de service public et dont le personnel relève d'un statut particulier. Or, nous assistons depuis quelques années à une forme de banalisation de ces transferts de compétences et à un glissement vers un régime de prestations marchandes des services de sécurité. Nous le voyons dans le domaine du transport maritime, dont nous débattions il y a quelques semaines, ou encore lorsque le gouvernement décide de confier les contrôles radars mobiles sur les routes à des sociétés privées. Le même processus est à l'œuvre dans le transport ferroviaire. Dans la loi du 4 août, qui a rendu obligatoire pour les services de sécurité de la SNCF d'effectuer des prestations au bénéfice d'opérateurs concurrents, un pas a été franchi. Nous nous interrogeons aujourd'hui de même sur les conséquences de l'extension de la liste des agents pouvant constater des infractions aux agents sermentés missionnés de l'exploitant. Même interrogation concernant l'extension à la province de la possibilité pour les réseaux de se doter de services de sûreté. Déléguer une partie de l'exercice de compétences régaliennes n'est pas anodin. Nous ne saurions, en la matière, nous inscrire dans une logique de réduction des coûts, alors que de tels transferts s'interrogent à la fois sur la garantie des libertés publiques et sur la responsabilité de l'État dans l'exercice de ses pouvoirs régaliens. S'agissant de la lutte contre la fraude, le texte vise notamment à instaurer un droit de communication
entre les exploitants et les administrations publiques et à renforcer le délit de fraude d'habitude. Il prévoit par ailleurs de sanctionner d'une peine de 2 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende les personnes qui signalent les contrôleurs. Une telle sanction nous apparaît disproportionnée. Rappelons, Monsieur le ministre, que la même infraction concernant les radars routiers ou contrôle de vitesse inopinée est passible d'une contravention de 5e classe, soit 1 500 € sans peine de prison. Ces dispositions répressives interviennent par surcroît au plus mauvais moment, alors que le tarif Solidarité Transport est partiellement remis en cause en Île-de-France. Si la lutte contre la fraude est un objectif légitime, nous restons pour notre part convaincus qu'elle ne peut être dissociée des efforts de solidarité à l'égard des usagers les plus précaires, qui n'ont pas tous aujourd'hui, loin s'en faut, les moyens de s'acquitter régulièrement du montant de leur titre de transport. Malgré les réserves que nous venons d'énumérer, Monsieur le ministre, nous voterons la présente proposition de loi qui répond à une attente forte d'une majorité de nos concitoyens. Merci, Monsieur Carvalho. Pour le groupe socialiste, républicain et citoyen, la parole est à Madame Marie Leverne. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. J'ai comme nous tous ici une pensée amicale pour Gilles Savary, qui a porté ce texte important pour nos concitoyens, puisque chaque jour, 10 millions d'usagers empruntent les transports publics de voyageurs. C'est l'expression quotidienne et concrète du droit à la mobilité, qui est l'un des piliers de notre République. Le Sénat et l'Assemblée nationale sont parvenus à trouver un accord lors de la réunion de la commission mixte paritaire du 10 février. Nous avons fait la preuve de notre responsabilité collective pour apporter de bonnes réponses à cette question essentielle touchant à la sûreté de nos concitoyens. Quelle était cette exigence de responsabilité ? D'abord, transcender les clivages traditionnels, permettre l'adoption de ce texte rapidement, aboutir à une loi efficace, équilibrée, et j'y tiens, qui ne laisse aucun sujet de côté. Équilibrée parce que la sécurité des voyageurs est un continuum et notre réponse face aux enjeux qu'elle représente ne peut pas faire l'économie d'une menace par rapport à une autre. Efficace parce qu'elle apporte des réponses techniques et opérationnelles adaptées aux luttes contre le terrorisme, la fraude et les atteintes sexistes. Elle le fait dans le respect des libertés individuelles et en assurant des sources de financement pour les investissements de sûreté qui sont nécessaires. Je citerai quelques mesures concourant à cet objectif, introduites à l'initiative du groupe SRC. L'obligation de présenter un document d'identité en cas d'absence de titre de transport valide, qui permettra d'améliorer considérablement le taux de recouvrement des procès-verbaux dressés à l'encontre des fraudeurs. La pénalisation de l'incitation à la fraude à travers les mutuelles de fraudeurs, ainsi que la répression des messages de nature à déceler la présence de contrôleurs sur le réseau. Je rappelle évidemment que le principal apport de la loi en matière de prévention du terrorisme réside dans l'extension des pouvoirs de service de sécurité des transporteurs et la capacité de s'en doter sur tout le territoire. Ce texte n'exclut aucun enjeu. Comme vous le savez, le principal point de discussion de la commission mixte paritaire a porté sur la réintroduction du titre 3 et de son article 14, porté par le groupe SRC et relatif à la prévention des atteintes et violences à caractère sexiste. Cet article prévoyait d'une part la mise en responsabilité spécifique des AOT par un recensement de ces actes sur leur réseau, ainsi que des actions de prévention, et d'autre part une formation adaptée pour les services internes de sécurité. Cet article a fait l'objet d'un débat sur sa valeur juridique et ses dispositifs, sur lequel je ne reviendrai pas. Dénoncer et lutter les atteintes sexistes vécues quotidiennement par la moitié des usagers des transports publics,
c'est-à-dire 5 millions de femmes, méritaient évidemment de figurer dans ce texte. Si la place des femmes dans l'espace public n'est pas encore à l'égal de celle des hommes, c'est aussi en raison de ces actes dégradants qui ne sont pas suffisamment combattus par les représentants de la nation, pourtant en capacité d'agir. La commission mixte paritaire s'est entendue sur une rédaction qui préserve un dispositif pertinent et attendu. Désormais, les AOT qui constateront des atteintes et violences sexistes auront l'obligation de les recenser, de les prévenir et de référencer l'ensemble de ces informations dans un bilan annuel adressé aux défenseurs des droits, au Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'Observatoire national des violences faites aux femmes. La prévention des atteintes sexistes est érigée en axe prioritaire de l'action des transporteurs. Il reste que la formation des services internes de sécurité à ces violences est nécessaire, puisque ce sont ces agents qui ont la mission de repérer ces actes et surtout d'accueillir les victimes en répondant de manière adéquate. Sur ce point, nous avons accepté de retirer la version initiale de l'article 14 à l'unique condition que cette formation spécifique soit bien comprise dans le cahier des charges élaboré par les ministères de l'Intérieur et des Transports, en lien étroit avec la MIPROF. Je veux ici remercier le gouvernement de nous avoir donné ce gage. Concernant les autres dispositions du texte, je veux là aussi saluer le travail efficace et consensuel de la commission mixte paritaire. Je tiens à remercier sincèrement le rapporteur Gilles Savary pour son implication totale et son expertise sur le sujet. Monsieur le ministre, pour sa disponibilité. Le groupe SRC votera ce texte. Je vous remercie. Merci Madame Leverne. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Monsieur Philippe Goujon, dernier orateur. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, dans la guerre qui nous oppose aux terroristes, notre rôle est de forger un véritable bouclier de sécurité pour protéger nos concitoyens. Les transports en commun sont utilisés chaque jour par 10 millions de personnes en France, 7 millions en Île-de-France, 14 000 trains par jour, 2,5 milliards de voyageurs par an. Et pour faire face à cette menace, la police des transports compte 2 000 agents, le service sécurité de la SNCF 2 800, celui de la RATP 1 250. Oui, si ces effectifs peuvent assurer la sécurité du quotidien des transports, ils ne sont pas en mesure de faire face en plus à la menace terroriste que vous venez de qualifier de prioritaire, Monsieur le Ministre. Celle-ci d'ailleurs ne se dément pas. Pour preuve, cet individu radicalisé, assigné à résidence pendant 3 mois, qui a pu prendre dimanche, visiblement sans entrave, l'avion à Nantes avec des couteaux et une bonbonne de gaz dans son bagage en soute avant d'être arrêté, heureusement, à son arrivée au Maroc. C'est pourquoi la loi doit donner davantage de moyens. Tel est l'objectif de ce texte et nous y souscrivons. Oui, il est utile de donner à ces agents le droit de procéder à des inspections visuelles, fouilles de bagages, palpations de sécurité, à l'instar des agents qui sécurisent les établissements accueillant du public. Oui, il est utile de leur permettre de patrouiller en civil et de disposer de caméras piétons pour sécuriser leurs interventions. Oui, il est utile de les autoriser à constater directement certaines infractions, comme les ventes à la sauvette dans les gares. Oui, la police municipale doit contribuer à cette mission, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je demande à la maire de Paris de doter aussi la capitale d'une police municipale, comme cela existe dans tant de grandes villes françaises et européennes. Oui, les forces de l'ordre doivent pouvoir accéder en temps réel aux images de vidéoprotection des réseaux de transport public. Le parcours des terroristes du Bataclan nous ayant prouvé une fois de plus que ceux-ci se déplacent aussi en transport en commun. Oui, les personnes qui occupent des fonctions sensibles dans les entreprises de transport en commun doivent faire l'objet d'une enquête administrative. Et il est heureux que le Sénat, rejoignant d'ailleurs les propositions que j'avais portées en première lecture, ait étendu ce criblage au personnel déjà en poste, comme le demandent d'ailleurs les entreprises de transport confrontées au phénomène de radicalisation. Je regrette d'ailleurs que la CMP, qui a maintenu une demande de rapport sur le financement de la sécurisation des transports, n'ait pas réintroduit l'article 6 bis A inséré à mon initiative concernant la sécurisation des cabines de conducteurs de train et de métro, ainsi que les dispositifs permettant d'arrêter à distance les trains.
parce que tout doit être mis en œuvre pour sécuriser les transports. Je regrette cependant que ce texte, en n'ayant pas retenu des améliorations proposées par l'opposition, notamment Éric Ciotti, Gérald Darmanin, s'arrête au milieu du gué. Il aurait fallu, comme nous le proposions, permettre aux agents de sécurité des transports habilités à porter une arme de la porter hors service, comme c'est déjà le cas pour les policiers et policiers municipaux, afin de sécuriser tous les transports et lieux publics et d'éviter, autant que faire se peut, bien sûr, que des attentats comme celui qui a failli frapper le Thalys le 20 août dernier ne se reproduisent. Il aurait fallu lever la condition de consentement préalable à la fouille des bagages ou la palpation de sécurité, ne pas les conditionner à l'autorisation du procureur, au risque de surcharger ce magistrat d'ailleurs. Le délai d'immobilisation de 30 minutes, risquant d'être insuffisant pour le contacter, et poser clairement dans la loi le principe que tout refus de se plier à ces contrôles entraîne refoulement et interdiction d'accéder au réseau de transport. Il aurait fallu rendre obligatoire la justification de l'identité dans les transports pour tous les passagers et permettre aux agents de sécurité ferroviaire de procéder à des vérifications d'identité dans ces lieux. La limitation de la justification de l'identité aux seuls passagers qui n'ont pas de titre de transport risque d'être inopérante puisque les fraudeurs se garderont de présenter leurs papiers. Si la pénalisation des mutuelles de fraudeurs était indispensable, il est dommage d'avoir limité à 5 au lieu de 3 le nombre de fraudes caractérisant le délit d'habitude. L'adoption d'un de mes amendements permettra néanmoins de centraliser le signalement de l'usurpation d'identité révélée par les croisements de fichiers administratifs dans le cadre du recouvrement des amendes par les opérateurs de transport. En conclusion, et pour se confirmer aussi à l'accord en CMP, le groupe républicain votera ce texte, fidèle à son engagement dans la guerre contre le terrorisme, mais nous espérons que vous ne serez pas, Monsieur le ministre, dans l'obligation d'adapter de nouveau dans quelques mois notre droit, une fois encore, en réaction aux événements, alors que l'opposition ne cesse de vous proposer d'anticiper la menace. Vous auriez tort de ne pas en profiter. Merci. Merci, Monsieur Goujon. La discussion générale est close. Monsieur le ministre, non ? Non. Nous en venons au texte de la commission mixte paritaire. Conformément à l'article 113, alinéa 3 du règlement, je vais appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur les amendements dont je suis saisi. L'amendement numéro 3, présenté par le Gouvernement, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, c'est un amendement de cohérence. Merci, Monsieur le ministre. Avis favorable du rapporteur. Je le soumets au vote. Quels sont ceux qui sont pour ? Contre ? Il est adopté. Amendement numéro 2 et de coordination, Monsieur le ministre. De coordination, Monsieur le Président. Même avis, même vote. Il est adopté. L'amendement numéro 1, Monsieur le ministre. Aussi un amendement de cohérence. Même avis, même vote. Il est adopté. Je mets donc aux voix la proposition de loi compte tenu du texte de la commission mixte paritaire modifié par les amendements qui viennent d'être adoptés. Quels sont ceux qui sont pour ? Contre ? L'Assemblée a adopté à l'unanimité. Monsieur le ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des parlementaires pour leur soutien à ce qui est une initiative parlementaire, d'ailleurs, c'est-à-dire une proposition de loi à laquelle le gouvernement a été très associé. Et plus particulièrement, je voudrais les remercier au nom du ministère de l'Intérieur et de moi-même. Je pense que des questions ont été posées, y compris dans le débat aujourd'hui. Elles sont légitimes. Il n'est pas anormal, je crois, dans l'action publique, au fond, d'adapter le droit aussi aux évolutions de la société et aux circonstances. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Il y a un certain nombre de principes et il y a aussi des adaptations. Et nous avançons aussi en apprenant, en étant confrontés à un certain nombre d'événements. Et je pense que c'était la réaction normale et un débat qui a été un débat sérieux, qui est toujours resté dans l'objectif de la préservation des principes républicains, mais avec cette idée qu'il nous fallait répondre sur deux sujets qui au départ étaient deux sujets distincts, la question de la fraude et la question de la lutte contre le terrorisme, et de répondre avec un arsenal législatif complémentaire, nécessaire, qui donne de nouveaux pouvoirs, qui renforce l'efficacité de l'action publique. Et je pense que, quelle que soit leur conviction personnelle, nos concitoyens attendaient effectivement de la part des pouvoirs publics qu'il y ait cette réponse et qu'elle soit apportée aujourd'hui dans un vote unanime me paraît très important. Dans tous les cas, je voulais remercier tous ceux qui ont contribué à ce travail parce que je pense que ça a été un travail rapide,
un travail efficace et le gouvernement a été très heureux de pouvoir accompagner la représentation nationale au travers de son rapporteur Gilles Savary, que je veux citer à nouveau, pour ce vote définitif aujourd'hui. Merci à tous. Merci, Monsieur le Ministre. La séance est suspendue quelques instants, le temps que les équipes se mettent en place, et nous suivrons avec le texte suivant.